Bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, élections provinciales, quelles sont les attentes de vos élus municipaux? Une 11e édition réussie pour l'Ultra Trail Arikana Canada. La campagne de financement est lancée pour l'Aréna Lucky Marie-Claude à Baie-Saint-Paul. Le mémorial Tremblay-Achon en l'honneur du premier Tremblay au Québec. Tourisme Charlevoix présente sa planification stratégique 2023-2027. Camille Bouchard expose à la Papeterie Saint-Gilles. Et enfin, La santé, ça marche, de retour le 24 septembre prochain. Bonne émission! Suite à notre rencontre avec les 5 candidats pour les élections provinciales, nous avons rencontré les maires de Charlevoix-Ouest afin de connaître leurs attentes envers le nouveau gouvernement. Voici donc cette semaine les maires de Petite-Rivière-Saint-François, de l'Île aux Coudres et des Éboulements. J'accueille le maire de Petite-Rivière-Saint-François, Jean-Guy Bouchard. Monsieur Bouchard, bonjour. Vous allez bien? Bon matin, oui, ça va bien. Oui, on est en période électorale. Les gens devront voter donc le 3 octobre prochain. Selon vous, quels sont les dossiers prioritaires au Québec là, pour les élections 2022? Ah, écoute, c'est sûr que je suis avec enthousiasme l'ensemble des programmes des partis électoraux, mais c'est sûr que sur l'environnement et la santé, ce sont deux thèmes majeurs pour nous à travers le Québec, mais aussi ça nous interpelle régionalement. Et la santé est un qui est drôlement important. Oui. Fait que là-dessus, je pense que les gouvernements, on écoute avec attention les positions jusqu'où ils peuvent aller, puis par rapport à notre région. On attend beaucoup là, sur la partie du développement économique aussi. C'est un élément important en soi. Tout à fait. Et l'environnement, bien, écoutez, on est toujours touché par le développement local sur le lien de l'environnement. Ça fait qu'à un moment donné, les critères sur l'environnement sont de plus en plus difficiles à atteindre et ça nous interpelle d'être peut-être plus près là, des programmes qui nous soutiennent dans le cadre de l'environnement pour les cibler. Absolument. Et tant qu'à la partie de la santé, bien, vous comprenez tout ce qu'on vit actuellement dans les hôpitaux et ainsi de suite. Bien, actuellement, c'est de mettre l'accent aussi sur le service à la population. Et ça vient interpeller nos régions, malgré qu'on a un hôpital quand même qui nous sert bien. Oui, il faut avoir des mesures aussi pour assurer que ça continue et qu'on peut aussi améliorer encore davantage les services de soutien. Là. Tout à fait. Puis, M. Bouchard, concernant donc la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, est-ce qu'en tant que maire, vous avez des attentes envers le futur nouveau gouvernement? Oui, naturellement, quand on touche le volet économique, ça nous interpelle aussi. Mais moi, c'est au niveau de l'immigration qu'on trouve que c'est important de mettre l'accent beaucoup, surtout sur cet élément-là, pour les localités et pour la région, en termes de manque de ressources au niveau du travail, au niveau aussi de permettre à des nouvelles familles qui viennent d'ailleurs de s'implanter chez nous. Aussi. Donc, à partir de ces éléments-là, si on met l'accent là-dessus, c'est l'immigration en région, dans les localités. Il y a des programmes que j'ai écoutés sur certains partis qui sont intéressants. Ils veulent davantage connaître les besoins des régions pour pouvoir interpeller le nombre d'immigrants puis les accès vers les localités ou par les régions comme nous, Charlevoix. Je pense que toutes les localités devoir écouter mes collègues au niveau de la table des maires ou des MRC. Ils ont tous besoin d'un soutien à ce niveau-là. Absolument. Et également, j'ajouterais, M. Bouchard, le logement. On est en manque criant de maisons abordables et de logements. Pensez-vous que le nouveau gouvernement va faire quelque chose à ce niveau-là? Alors moi, j'y arrivais, là, il faut absolument qu'on arrive dans ces priorités-là parce qu'on peut bien accueillir des gens, il faut avoir des places aussi à pouvoir les installer et le logement et les maisons à prix abordables. On sait que chez nous, à Petite-Rivière, avec la pression de développement, il y a des gens qui ont de l'intérêt de construire, mais les maisons sont tellement rendues onéreuses avec les taux d'intérêt, donc ça prend davantage de soutien gouvernemental pour pouvoir nous permettre d'avoir des accès à logis à des prix raisonnables. Absolument. Et ça, on pense que ça devient une priorité en soi là, dans cette campagne électorale.
Et au niveau du tourisme, M. Bouchard, on sait qu'il y a eu une très grosse annonce au printemps concernant un géolagon dans la municipalité de Petite-Rivière, ou en tout cas vraiment très, très proche. Est-ce que ça, selon vous, ça sera un enjeu électoral ou ce sera vraiment à part, là, si je peux dire? Bien, écoutez, il y a eu quand même des commentaires sur des enjeux électoraux, sur des engagements. Oui. On peut être pour, on peut être contre, mais avant d'examiner tous ces éléments-là, bien, il faut d'abord terminer le travail d'analyse en termes d'environnement. C'est déjà amorcé avec la réserve de biosphère. On voit que le promoteur a déjà été remporté des prix du côté des États-Unis sur la performance du développement durable. Ce sont des éléments qui se rajoutent dans les plus par rapport à ce projet-là. Mais pour nous, on attend là, tous ces éléments-là et ces conditions-là afin de permettre de voir ce projet-là réalisé. Oui. On est favorable, mais pas à n'importe quelle condition non plus. Jusqu'à date, il y a des éléments qui nous semblent intéressants dans l'approche de l'élaboration de ce dossier-là. Et on suit ça de très près. J'imagine qu'on n'aura jamais de consensus au niveau de la région par rapport à un projet aussi ambitieux. Mais c'est un concept quand même qui est innovateur à soi en termes d'environnement. Et c'est un concept qui peut servir de modèle ailleurs, à mon avis, parce que c'est pas dans toutes les régions du Québec que ça s'installe. Il y en a quelques-uns. Puis moi, je trouve intéressant que la région de Charlevoix soit privilégiée à ce niveau-là, mais pas à n'importe quelle condition. Fait qu'on en est là avec le projet. Et M. Bouchard, on ne peut pas terminer en ne parlant pas de la population vieillissante. On sait que dans Charlevoix, de plus en plus, les jeunes ne restent pas nécessairement et la population vieillit. Qu'est-ce qui va arriver au niveau de l'hébergement et de la santé là, à ce niveau-là, vous pensez? Est-ce qu'on va avoir de l'aide à Petite-Rivière ou dans Charlevoix? Bien, c'est sûr que le logement pour les personnes âgées, dans le cas de soutien, puis de plus en plus, écoute, on attend davantage de virages à laquelle on veut que les personnes âgées soient à la maison, mais ça prend du personnel de soutien pour permettre de vieillir pour ceux qui, dans leur santé, leur permettent d'être encore à la maison. Je pense que c'est davantage investir dans du personnel de soutien pour permettre à nos personnes âgées de rester à la maison. Puis dans ces cas-là, de créer aussi peut-être des milieux physiques là, qui peuvent être entourés de services, soit dans les localités. Je regardais comme Baie-Saint-Paul, il y a beaucoup de possibilités, mais chez nous aussi, on aurait besoin de ces services-là pour permettre de l'hébergement à une population vieillissante. On sait que les gens qui ont une résidence puis qui vieillissent avec le temps, bien, ils ont des projets de dire bien, il faut vraiment s'en départir, mais on ne veut pas changer de localité, on veut rester dans nos milieux. Fait qu'à ce moment-là, on n'a pas vraiment là, tous les éléments pour pouvoir les desservir en fonction de leurs besoins à ce niveau-là. Fait que dans ce sens-là, j'espère bien qu'il y aura des programmes de créer pour davantage nous aider à pouvoir là, garder notre monde aussi, parce qu'on a la mission d'avoir de jeunes familles, mais on veut garder aussi nos personnes âgées pour qu'ils vivent à travers de ces nouvelles familles-là. Là. C'est un choix qu'on veut faire. Puis l'objectif, c'est d'avoir la santé puis le service qui va avec aussi. Là. Tout à fait. Monsieur Bouchard, est-ce que votre choix est fait pour le 3 octobre prochain? Aucunement, ça devient difficile. La campagne est quand même... les gens me connaissent mon entité à l'époque où j'ai déjà cheminé dans un parti. C'est sûr qu'à un moment donné, je les écoute. Je trouve qu'il y a des engagements très intéressants de part et d'autre. Maintenant, il reste à savoir que la campagne est encore jeune. Il reste quand même un certain temps. Il va y avoir peut-être des surprises par rapport à... Moi, je pense au niveau des localités, municipalités. On peut avoir des engagements intéressants. Il y en a déjà de fait. Il va en avoir par sûrement d'autres. Et je souhaite bonne chance à tout le monde. Fait qu'on verra le résultat de ça rendu au début d'octobre. Monsieur Bouchard, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. C'était le maire de Petite-Rivière-Saint-François, Monsieur Jean-Guy Bouchard. Je joins le maire de l'Île-aux-Coudres, M. Christian Dufour. Monsieur Dufour, bonjour. Bonjour. On est présentement en période électorale. Les gens devront voter le 3 octobre prochain. Dites-nous, quels sont les dossiers prioritaires selon vous pour les élections provinciales? Au niveau provincial, les dossiers, ce qu'on entend à la télévision, c'est surtout l'environnement qui est en jeu, la santé. C'est surtout les deux gros dossiers prioritaires qu'on entend parler présentement des différents partis politiques.
Et selon vous, à l'île aux Coudres, quelles sont vos attentes envers le nouveau et futur premier ministre du Québec? Ben, moi, les candidats que j'ai rencontrés, c'est surtout qu'on parle au niveau santé, parce que nous autres, ici à Lille, là, au niveau santé, ben, c'est so-so. Il nous reste une infirmière, donc quand l'infirmière est partie, il n'y a plus de service au Oui. CLSC. Ça, c'est un dossier majeur aussi pour nous autres. Il y a le dossier d'eau potable qu'on travaille pour aller desservir tout le restant de la population qui n'est pas desservie par le réseau d'aqueduc et d'égouts. Mais je sais qu'il y a des programmes qui ont été annoncés au mois de juillet par M. Legault, mais je ne sais pas si avec les nouveaux programmes, on va rentrer dans les critères parce qu'il y a différents critères. Si on n'est pas dans le périmètre urbain, là, on n'est pas dans les subventions, c'est un petit peu compliqué. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec les nouveaux programmes. J'ai fait les demandes, les candidats que j'ai rencontrés, là, personnellement ici au bureau, pour leur parler de ça. C'est surtout ça, nous, à l'île aux Coudres, là, qui est prioritaire pour le moment. Et selon vous, est-ce que vous faites une prédiction du prochain gouvernement qui rentrera au pouvoir? Ben, ça, c'est quand même assez difficile. J'attends encore puis même le restant de la population attend encore les doléances puis les présentations que les candidats vont nous faire. On va prendre la décision en temps opportun. Là. Ça peut aller jusqu'à la dernière journée aussi. Vous savez comment c'est des élections. Donc, on attend. Faire des prédictions pour le moment, non, on n'est pas prêt à faire ça. Très bien. Alors, ce sera un secret jusqu'à la fin. Et en terminant, peut-être nous parler de ce qui s'en vient là, avec la Société des traversiers du Québec. Est-ce que vous croyez que le prochain gouvernement va s'asseoir avec les dirigeants et va peut-être régler, là, il n'y a pas un litige nécessairement, mais on sait qu'à Lille, la traverse est très importante, puis on a vu là, dans les derniers mois que c'était pas toujours évident. Pensez-vous que le prochain gouvernement va s'asseoir et tenter de régler le problème ou la relation, si je peux dire, avec les gens de Lille? Ben, la relation avec les gens de l'île est quand même bonne. C'est le problème, c'est les bateaux. Là. La société est prise avec un problème de traversier qui sont pas utilisables. Surtout nous autres, là, le Joseph Savard qui est parti en réparation depuis mars 2021, puis c'était supposé être un dossier de 12 mois réglé, puis là, on est rendu à 17-18 mois. On attend encore quand est-ce qu'il va être livré. Ce que j'ai entendu, c'est probablement le 1er novembre qu'il va nous être livré. Le Radisson qui a perdu son moteur aussi en même date que l'an passé est supposé avoir un nouveau moteur aussi qui va nous redonner les deux bateaux qu'on a besoin ici à l'île aux Coudres. Maintenant, de là à savoir la décision qui a été prise lorsque le Radisson s'est brisé puis d'envoyer le Joseph Savard en modernisation, bien là, on se pose la question, est-ce que ça a été un bon choix? Mais comme on voit là, on ne pense pas. Mais la relation est quand même bonne avec la société. Là. On n'a pas trop de troubles. Moi, personnellement, je n'ai pas de troubles à communiquer avec eux autres, puis j'ai les réponses que je veux. Par ailleurs, on sait qu'il y a une étude d'opportunité quant à l'emplacement d'un nouveau quai. Oui, l'étude des quais, ben, on attend, l'étude est faite sérieusement, ce que je vois là, mais on attend l'étude complètement, puis après ça, ben, la décision se prendra au final lorsque le nouveau gouvernement sera en fonction. Donc, nous, on attend que l'étude soit finalisée pour que le gouvernement prenne une décision éclairée sur la situation. Tout à fait. En terminant, M. Dufour, est-ce que votre choix est fait pour le 3 octobre prochain? Ben ça, c'est un peu personnel, là, mais j'ai une bonne idée. Puis j'écoute attentivement là, tout ce qui se dit, les candidats. Déjà là, j'ai trois candidats qui sont venus me rencontrer personnellement au bureau. Puis j'attends les deux autres. Fait que
on jase, puis on envoie notre petite liste d'épicerie, comme on dit, pour les mettre au courant des dossiers. Puis les dossiers prioritaires pour chez nous à l'île aux Coudres pour l'ensemble de la population. Tout à fait. Bien, Monsieur Dufour, merci beaucoup. OK, bonne journée, merci beaucoup. C'était le maire de l'île aux Coudres, Christian Dufour. Je joins le maire des Éboulements et préfet de Charlevoix-Ouest, M. Pierre Tremblay. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, d'abord, c'est les élections. Nous sommes en période électorale et les gens devront voter le 3 octobre prochain. Selon vous, quels sont les enjeux au niveau national pour l'élection 2022? En fait, pour la région de la MRC de Charlevoix, c'est beaucoup plus régional et plus national. Je pense qu'on a les mêmes enjeux. Alors, je peux quand même énumérer la pénurie de main-d'œuvre. C'est un facteur déterminant ici dans une région touristique comme la MRC de Charlevoix. Oui. Alors, je pense qu'on a lieu, pour corriger cette situation-là, d'avoir de plus en plus d'immigration régionale. Ça pourrait nous aider énormément. Aussi, on peut ajouter la pénurie de logement. Alors, disons que c'est un peu connexe. On ne peut pas détacher pénurie de main-d'œuvre et de logement. Alors, qu'il y aurait des programmes qui seraient le mieux adaptés à notre région, dans chaque région, pour que les MRC aient un peu plus de pouvoir décisionnel. Aussi, ici, on vient tout juste d'implanter en juillet 2022 le transport collectif. Oui, oui. Alors, je pense qu'il y a besoin de reviser les critères d'admissibilité puis les critères de financement par rapport au transport collectif. Alors, ça, c'est une chose importante pour chaque région et aussi en particulier pour la MRC de Charlevoix. Et je peux pas passer sous silence le fait aussi qu'encore dans notre région, oui. Malheureusement, la couverture cellulaire n'est pas adéquate. On a plusieurs trous, en fait, qu'on perd le signal et c'est pas sécuritaire autant pour la population que pour les services publics. Alors, à ce niveau-là, je pense que tout comme, je pense, l'Internet, je pense que le futur gouvernement devrait prendre en main la couverture cellulaire. Je l'entends ici, mais je l'entends aussi dans différentes régions au Québec. Oui. Et un autre point aussi, je pense que le gouvernement devra travailler, c'est la décentralisation des pouvoirs décisionnels. Alors, toutes les directions régionales de différents ministères qu'on avait ici déjà, depuis, même avant la pandémie, moins encore pendant la pandémie, alors les décisions se prennent à un niveau, à Québec très souvent. Alors, je pense qu'il faut revenir un peu plus au niveau régional, les décideurs avoir des directions régionales et aussi qu'on ait du financement adapté à nos régions aussi en fonction vraiment des besoins. Tout à fait. Et M. Tremblay, vous êtes donc préfet de la MRC de Charlevoix-Ouest. Est-ce que vous avez des attentes donc pour la MRC envers le futur gouvernement? Bien, en fait, il y en a. Les attentes, là, c'est que vraiment, on ait un gouvernement qu'on considère la MRC comme un gouvernement de prioritaire et du milieu. C'est peut-être là où un peu, comme je disais tantôt, la décentralisation, qu'on nous fasse confiance, qu'on nous donne les ressources financières et les programmes adaptés. Je pense que le gouvernement de priorité, on est un gouvernement utile pour la population, on est proche de la population. Alors forcément, il faut avoir des fonds et des décisions qui vont avec. Absolument. Et M. Tremblay, au niveau des éboulements, là, vous avez quand même plusieurs enjeux qui durent depuis quelques années. Si je cite la côte à Godin, qui a fait beaucoup couler d'encre dans les dernières années. Dans la dernière année, c'est quoi vos enjeux là, que vous aimeriez que le gouvernement regarde là, prochainement? Bien, en fait, vous me parliez de la côte à Godin. La côte à Godin, n'est pas admissible actuellement à différents programmes qu'on a sur la voirie locale. Par contre, on pourrait toujours utiliser la TEC, la taxe d'accise sur l'essence. C'est une partie, mais étant donné l'ampleur du projet, on attend toujours les estimés du deuxième site.
Alors, à ce moment-là, peut-être qu'on pourra avoir une aide supplémentaire du gouvernement pour mettre à nouveau réutiliser la côte à Godin. Mais je ne veux pas dire aux gens que ça va se faire demain matin parce que c'est un travail à long terme. Mais quand même qu'on puisse travailler main dans la main pour essayer de trouver des solutions à ce qu'on puisse réouvrir la côte à Godin dans un éventuel court terme, mettons, moyen terme le plus. Et l'autre chose intéressante aussi, c'est qu'il faudrait regarder le futur site du quai. Alors, il y a déjà une étude de faisabilité, d'opportunité, pardon. Et puis, je m'attends bien à ce que déjà, au cours de l'année 2023, on connaisse un peu la fin de cette étude-là ou les résultats, puis qu'on puisse prendre position. Nous aussi, comme conseil municipal, on a déjà mentionné qu'on préférait que ça demeure à Saint-Joseph-de-la-Rive. Mais à partir de là, il faut quand même connaître les arguments qui le justifient aussi. Et à ce moment-là, la population, elle aussi, sera plus connaissante du résultat et du pourquoi du choix du futur site. Oui. Et il y a peut-être aussi, en fait, c'est pour les éboulements, puis c'est pour l'île aux Coudes, mais la problématique des traversiers cause certains problèmes de sécurité, moi, à Saint-Joseph-la-Rive. Alors, tant qu'il y a aussi longtemps que on n'aura pas la position du gouvernement par rapport au futur positionnement, je pense qu'il y a du travail à faire au niveau de la Société des traversiers pour améliorer finalement la traverse, ou en fait les traversiers. Et c'est principalement les enjeux qu'on possède ici, oui, qu'on possède aux éboulements, mais il faut quand même comprendre aussi qu'aux éboulements actuellement, la majorité des terrains, il reste beaucoup moins de terrains disponibles dans le secteur du cœur villageois, des deux cœurs villageois, du cœur villageois à Saint-Joseph-la-Rive et du cœur villageois aux éboulements en haut. Oui. Alors ça, on va travailler ensemble pour essayer de trouver des moyens pour qu'on puisse accueillir des nouvelles familles avec des terrains à l'intérieur du cœur villageois et protéger aussi nos services de priorité. Alors, c'est là-dessus que je travaille avec les gens qui se sont présentés, alors les candidates oui, qui se sont présentés au niveau pour les prochaines élections du 3 octobre. Donc, il y aura beaucoup de travail à faire dans les prochains mois. Et M. Tremblay, en terminant, est-ce que votre choix est fait pour le 3 octobre prochain? Mon choix n'est pas encore fait parce que j'analyse encore vraiment tous les programmes. Oui. Mais disons que, évidemment, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été mal servi avec le gouvernement précédent. Oui. Mais je pense qu'il y a encore de l'amélioration. Et puis, les programmes qui nous sont offerts aussi offrent justement un peu plus de possibilités pour les municipalités. Entre autres, si je regarde le programme libéral, la langue française ou encore l'immigration, c'est un autre parti. Alors, je n'ai pas de choix encore vraiment bien déterminé pour l'instant. M. Tremblay, merci beaucoup. À bientôt. Merci, au plaisir. Alors, c'était le maire des Éboulements et préfet de Charlevoix-Ouest, M. Pierre Tremblay. Plus de 3000 coureurs ont participé à la course en sentier de calibre international, l'Ultra Trail Arikana Canada, du 9 au 11 septembre. Voici le compte-rendu. Touristes Charlevoix, bien évidemment, c'est toujours une joie pour nous de voir affluer des gens de partout à travers le monde pour cet événement-là, qui sont des passionnés, qui sont présents année après année, pour visiter, évidemment, selon nous, un des plus beaux territoires naturels du monde avec un événement qui le met en valeur. La conférence de presse qui inaugura l'événement s'est tenue le 8 septembre dernier, rassemblant la classe d'élite du Grand 125 km et les partenaires. C'est donc avec beaucoup de fierté qu'on s'associe encore une fois aux événements Arikana, un appui qui est financier, mais qui se fait aussi à travers la promotion. Un appui qui est rendu possible grâce à l'entente de développement touristique et événementiel qui est en partenariat avec les deux MRC. Une 11e édition bien spéciale pour les cofondateurs de la course Ultra Trail Arikana qui ont rendu hommage à Sébastien Boivin, un des premiers cofondateurs qui luttait contre la sclérose en plaques. On avait réussi l'exploit de remettre à la Société canadienne de sclérose en plaques un gros chèque de 7 000 $. C'était notre première édition de l'UTHC.
Je me rappelle de cette première édition-là où les amis, les familles se sont mobilisés pour cette cause qu'on portait à bout de bras. C'est encore aujourd'hui une histoire de grande famille. Donc, je dis merci à Seb pour toute l'inspiration que tu nous as donnée et je vous souhaite à tous un bon UTHC 2022 avec vos familles, vos amis. Au-delà de la course en sentier, les participants sont amenés à découvrir le paysage, parfois pour la première fois dans un décor enchanteur. On a eu cette idée-là d'aborder le thème de la découverte, qui est un thème un peu plus philosophique, un peu plus créatif, qui ouvre la porte à plein de possibilités. Et donc, ça nous permet aussi de mettre en valeur toutes les possibilités, en fait, qu'offre la course en sentier. La discipline de la course en sentier nous permet de nous découvrir soi-même, de découvrir d'autres personnes, de découvrir des territoires, de découvrir, par exemple, avec la cause de la sclérose en plaques, de soutenir la recherche scientifique, par exemple. Donc, il y a plein d'angles et de plein de façons d'aborder le thème de la découverte. Et je pense que ça montre la richesse de la discipline de la course en sentier que d'aborder ce thème-là cette année. La course comprenait 10 parcours et impliquait 3000 coureurs dispersés sur le territoire de Charlevoix pendant 3 jours. Jusqu'à maintenant, ça se passe vraiment très bien. On est extrêmement chanceux au niveau de la température. Il fait beau, il ne fera pas trop froid la nuit, ce qui risque d'aider les coureurs aussi dans leur épreuve. Au niveau de l'organisation, tout roule. C'est une super belle édition qui est bien lancée jusqu'ici, qui est marquée par l'après-COVID. Hein? On est enfin sorti de toute cette atmosphère-là, donc ça nous permet de rendre un événement un peu plus festif. Donc demain, on prévoit une belle fête au Mont-Grand-Fond avec un spectacle de musique, avec Clee and Friends notamment, un beau village d'exposants. Donc cette année, on veut vraiment marquer le coup, faire la fête, s'amuser, se rassembler. Plusieurs sportifs d'ici et d'ailleurs ont tenté le défi du 125 km, un dénivelé totalisant 4220 mètres en moins de 29 heures. Non seulement on a des têtes d'affiche, des athlètes de renom, de très haut niveau, mais on a aussi des personnalités connues qui viennent s'amuser, qui découvrent aussi la course en sentier depuis quelques années. Notamment, on a Dominique Arpin qui est avec nous sur le 65 km demain avec son équipe de tournage. Il va tourner une des émissions de sa nouvelle émission Les Crinqués. Donc, il est avec nous pour réaliser son défi de 65 km, sa plus longue distance à vie. On a également Bruno Blanchet qui est de retour sur le 80 km. Il était là l'année dernière, il a adoré, il revient nous voir, on est très contents. On a également Ludovic Collet, comme tu le dis, l'animateur de l'UTMB, une personnalité très connue en Europe, moins connue ici, mais une personnalité très charismatique. On va avoir beaucoup de plaisir avec Ludovic en fin de semaine. Mathieu Blanchard, comme tu l'as dit, qui vient de remporter la 2e place à l'UTMB, donc champion élite mondial, c'est un grand coup qu'il vient de faire à l'UTMB. On est très content de l'avoir comme président d'honneur et il est présent physiquement avec nous. La 11e édition de l'UTHC s'est terminée dans une ambiance festive au centre de ski du Mont-Grand-Fond. Le maire de Baie-Saint-Paul, Michael Pilote, a lancé cette semaine une campagne de financement pour l'Aréna. Luc et Marie-Claude, on vous présente les moments forts de la conférence de presse. La Ville de Baie-Saint-Paul lance une importante campagne de financement avec un objectif de 600 000 $ afin de bonifier l'expérience client des futurs et nombreux utilisateurs de son aréna actuellement en rénovation. Aujourd'hui, on franchit encore une nouvelle étape avec le projet d'Aréna. C'est un projet qui ne date pas d'hier, un projet déjà depuis plusieurs années qu'on parle. Et aujourd'hui, avec le lancement de la campagne de financement populaire, je pense qu'on vient marquer une autre étape suite à celle qui a fait en sorte de lancer le chantier au printemps dernier, qui était une étape quand même assez importante. Maintenant, on y va avec une campagne de financement qui va nous permettre de créer un fonds d'animation. Ce fonds d'animation va nous permettre de soutenir des projets qui vont venir bonifier l'expérience des utilisateurs de l'Aréna. On a quand même plusieurs personnes qui fréquentent l'Aréna à chaque année et je crois qu'avec cette campagne, nous allons être en mesure de maximiser l'expérience et aussi de venir en aide à nos clubs locaux, que ce soit le hockey mineur ou encore le patinage artistique. L'objectif est ambitieux. On parle d'un objectif de 600 000 $ de récolter cet objectif dans les 6 prochains mois.
Cependant, une chose est certaine, cette campagne ne servira pas à financer les travaux actuels sur le bâtiment. En bon français, si je peux me permettre, on ne voulait pas que cette campagne serve à financer du béton. Donc, ça sera vraiment pour y aller avec des projets ou encore pour encourager nos clubs qui sont toujours auprès de nous. Simard Suspension devient présentateur de l'Aréna Luc et Marie-Claude, une contribution de 150 000 $. Il faut des gens passionnés, employés, bénévoles, pour faire fonctionner et rayonner ces infrastructures-là, pour animer ces lieux. On a aussi eu l'opportunité, comme citoyen corporatif, d'accompagner différents organismes, une multitude d'initiatives, qu'on pense au tournoi de hockey féminin Simard Suspension, qu'on pense au hockey mineur de façon générale avec la saison de hockey qui recommence. On est un commanditaire du hockey mineur depuis nombre d'années. Sébastien qui a organisé plein de tournois, on a toujours été derrière lui pour supporter ces initiatives-là. Je voyais Sylvie tout à l'heure, la kermesse. On est aussi, pas seulement au niveau sportif, mais au niveau culturel, des acteurs importants. Puis, je ne voudrais pas passer sous silence le Fonds régional d'infrastructure en loisirs, le FRIL, duquel je suis membre fondateur, puis qui vise à supporter des initiatives dans toute notre communauté, notre grande communauté, autant l'Est que l'Ouest. Donc, ça nous fait plaisir, Simard Suspension, de jouer notre rôle à ce niveau-là. Je vous ai parlé de privilèges et de fierté. Je suis un natif de Charlevoix. C'est un privilège de vivre dans Charlevoix. C'est un privilège de pouvoir y gagner sa vie, bien gagner sa vie. C'est un privilège aussi de pouvoir élever sa famille dans ce milieu-là. C'est le milieu que j'ai choisi, puis c'est le milieu que je veux offrir au maximum de gens de pouvoir choisir également pour élever ses enfants. Puis c'est aussi un privilège de pouvoir être reconnu comme un acteur important dans sa communauté. C'est ce privilège-là que la Ville nous offre en nous permettant d'afficher notre nom sur l'Aréna de Baie-Saint-Paul. Donc, notre contribution d'aujourd'hui, elle vient confirmer notre volonté, d'une part, à continuer d'être un bon citoyen corporatif, puis elle se veut aussi un témoignage de notre fierté à jouer un rôle de premier plan dans notre région. Merci de nous donner cette opportunité. La Caisse des Jardins du Fleuve et des Montagnes est un partenaire majeur de cette campagne avec une contribution de 100 000 $. La Caisse a en effet confirmé il y a quelque temps un montant de 100 000 $ qui provient de son fonds d'aide au développement du milieu. Ce soutien financier nous permet de contribuer au maintien, mais surtout à la poursuite, comme je le mentionnais, de cette infrastructure supra-régionale. Parce que, comme vous le disiez si bien, Monsieur Pilote, Monsieur Tremblay, ça sert à la région, mais ça sert aussi à plein de personnes à travers le Québec et même à l'extérieur du Québec, dans certains cas. C'est accessible aussi à la communauté, à Baie-Saint-Paul, mais à l'ensemble de la communauté et à l'ensemble de Charlevoix. Le président d'honneur de cette campagne visant à récolter 600 000 $ est confiant que les entreprises qui contribueront seront choyées. Vous allez être surpris, je pense, pour les entreprises qui vont vouloir investir dans notre nouvelle aréna. Vous allez être choyés de voir ce que c'est qui s'en vient, autant les chambres, l'accueil. Je pense que ça va être un équipement qui a été rendu désuet, ça on ne se le cacherait pas. Mais ça va être une belle réalisation et je pense que dans les sous qu'on va ramasser dans les prochaines semaines, et il y a déjà un bon montant d'amasser, je pense qu'on va pouvoir bonifier l'expérience client. On va pouvoir aussi avoir un petit peu plus d'animation, je pense, en cours d'année, puis aussi pour les deux organismes qui est le Club de patinage artistique, lui donner des sous récurrents de ça, de la campagne. Le grand public est invité à participer à cette campagne de financement par l'achat de bancs de l'Aréna au coût de 100 $ l'unité. Mais on trouvait ça très important pour le sentiment d'appartenance d'aller chercher aussi les citoyens, les résidents, pour qu'ils puissent faire leur marque dans cette aréna-là, pour qu'on puisse avoir un sentiment d'appartenance aussi à long terme, puis laisser une trace de tous ces gens-là qui se sont impliqués dans les dernières années puis qui vont continuer de le faire, on le sait. L'aréna, c'est un milieu de vie au niveau de la communauté. Tellement de bénévoles qui se sont impliqués dans les dernières années, tellement de gens qui ont laissé du temps, qui n'ont jamais été réellement reconnus, qui ne le faisaient pas pour ça, qui le faisaient pour les bonnes raisons. Le moins qu'on a trouvé, c'est que les bancs des estrades de l'aréna seront mis en vente. En fait, c'est un système de dons. Donc, les gens pourront faire un don. Les bancs vont se détailler au prix de 100 $ l'unité. Donc, on voulait un prix qui était accessible pour tous.
Un formulaire sera mis en ligne sur Internet. Il y a différentes façons de procéder qui vous seront présentées tout à l'heure, mais le principe est simple. Pour participer, on paie notre 100 $ et une plaquette avec notre nom ou le nom de quelqu'un qu'on a choisi pour être affiché à vie sur un des bancs de l'Aréna Luc-et-Marc-Claude. L'Association des Tremblés d'Amérique a souligné le 6 août dernier le 375e anniversaire de l'arrivée du premier tremblé en Amérique. TVCO était là. Le 6 août 1647, notre ancêtre, à bord de la Marguerite de La Rochelle, remontait le fleuve et peut-être qu'à l'heure où nous sommes, vers 10h30, peut-être passait-il devant Baie-Saint-Paul ici, à la faveur d'une marée montante, pour finalement arriver sur Québec de clarté, d'après ce que l'on croit savoir par les écrits de l'époque. Les relations des Jésuites rappellent en 1647 qu'il est arrivé dans le port de Québec la Marguerite de La Rochelle, celle à bord duquel se retrouve Pierre, la Marquise et le Saint-François de Dieppe, qui étaient partis de France, tous les trois, à la mi-juin. Pierre a grandi et est né en fait à Randonnay, au Perche, qui est en Basse-Normandie. Nos amis de France 3 Normandie savent exactement où ça se trouve, évidemment. Et en fait, il faut juste comprendre que dans ce temps-là, la vie était dure. Pierre avait perdu son papa dans un tragique accident. Et son jeune frère était suffisamment grand ou assez âgé pour pouvoir prendre la relève. Et donc, il s'est laissé charmer. Il s'est laissé tenter par l'aventure. Juchereau était un recruteur. Il était déjà venu au Québec, au Canada, à ce moment-là, plusieurs fois. Et il retournait systématiquement chercher des colons. Alors, 21 ans, la vie est dure. Pourquoi je ne m'essayerais pas? Il a signé 3 ans. C'est rien, 3 ans dans la vie d'un gars. Il est encore là. Alors, il n'est jamais revenu. Il est resté ici. Et il a fondé une famille. 10 ans plus tard, en 1657, Ozanne est arrivée, envoyée à ce moment-là en tant que fille à marier. Et non pas fille du roi. Fille à marier. Et aussitôt qu'elle est descendue du bateau, Pierre, qui travaillait sur les quais à ce moment-là, il l'a sûrement repéré. Coup de foudre instantané. Elle arrive au mois d'août, septembre. 2 octobre, schlac, ils sont mariés. Pierre, quand il a finalement établi sa famille, c'était à l'Ange-Gardien. Donc, on est à l'entrée de Charlevoix. Et tranquillement, par la suite, par toutes sortes de circonstances, il a été amené à Baie-Saint-Paul, il a établi des commerces, il faisait du bois, si je ne me trompe pas. Il occupait la terre qui correspond à l'emplacement de l'église d'ici, en remontant dans cet axe-là. C'était sa terre. Et il a repris la terre de Jean Serrault, Saint-Aubin, qui était laissée un peu à elle-même, à l'abandon, et c'est Pierre Tremblay qui est venu réchapper, si vous voulez, récupérer la terre à la demande. Alors, c'est donc, c'est lui qui a sauvé, en fait, cette terre-là. Ça lui a permis d'établir ses fils aussi. Oui. Pierre et Michel étaient à Petite-Rivière, Louis aussi. Pierre, Michel et Louis étaient à Petite-Rivière-Saint-François. On sait que Pierre II, le fils de Pierre, notre ancêtre, est devenu seigneur des Éboulements et ça a duré 1 siècle. Pendant 100 ans, les Tremblay ont été seigneurs aux Éboulements. Récemment, le conseil d'administration a adopté une résolution pour changer l'appellation, pour dire plutôt on rend mémoire à Ozanne et Pierre sous le vocable, donc mémorial Tremblay-Achon. Donc la femme trouve sa juste place sur notre monument qui rappelle l'histoire de la famille Tremblay. Alors dorénavant, mémorial des Tremblay-Achon. Un peu plus tôt ce mois-ci, nous avons rencontré Michel Dion, directeur général de Tourisme Charlevoix, pour faire le tour des dossiers, mais également pour parler de la planification stratégique. Voici l'entrevue. Bonjour, Michel Dion. Bonjour. Bienvenue à TVCO. Toujours un plaisir d'être ici.
D'abord, est-ce que ça a été une bonne saison? Est-ce qu'on peut dire que ça a été une bonne saison dans Charlevoix cet été? Oui, ça a été une bonne saison. C'est certain qu'au début, puis vers la moitié de la saison, on a entendu des mots décevants, mais c'est certain qu'on sortait de 2 années qui étaient extraordinaires, puis qui étaient pas habituelles là, en raison de la pandémie. Donc, ce qu'on voit cet été, c'est un peu un retour à la normale, donc à la pré-pandémie 2019. Oui. Donc, oui, je pense, somme toute, ça a été une bonne saison touristique estivale. Puis les échos des membres, est-ce qu'ils étaient satisfaits ou ça ressemblait à quoi? Oui, à date, on a des très bons échos. Les gens, bien, il y a toutes sortes d'éléments intéressants. T'sais, on a dit peut-être moins en nombre, mais plus du tourisme de qualité qu'on a senti. Donc, ça, c'est des choses qu'on a entendues. On commence aussi à avoir un retour des clientèles internationales. Oui. Bon, c'est certain que c'est progressif. Là. On n'est pas au niveau de 2019, mais c'est le fun de voir, par exemple, les Français, les Américains qui commencent à revenir et tout. Donc, oui, je pense que c'était une bonne saison touristique jusqu'à maintenant. Somme toute, donc une bonne nouvelle. Parlons un peu de l'offre touristique. Donc, autant au niveau des hébergements que des activités, c'est en croissance dans Charlevoix, on ne peut pas le nier. Est-ce qu'on va atteindre, ou est-ce qu'on a atteint à l'heure actuelle une certaine limite, selon vous? Au niveau de l'offre d'attrait, je pense pas qu'on a atteint la limite. Il y a beaucoup de choses qui sont à développer. Je pense qu'une destination doit toujours se réinventer. Oui. On sait notamment qu'on veut développer des activités en soirée. D'ailleurs, pour ça qu'on a annoncé récemment le projet Cité Mémoire Charlevoix. Oui. On veut développer des activités plus familiales. Puis aussi, au niveau des attraits actuels, bien, ils doivent toujours se transformer pour représenter une nouvelle offre et tout. Donc, en même temps, ça, je pense qu'il y a du chemin à faire de ce côté-là. Au niveau de l'offre d'hébergement, bien là, évidemment, ça dépend beaucoup de quel type d'hébergement on parle. On est où sur le territoire? Il y a des endroits où il y a un peu plus une saturation, si je peux dire. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'étant donné qu'on est une destination de villégiature depuis des décennies et des décennies, il y a aussi le travail de s'assurer que les entreprises existantes survivent puis consolider les entreprises existantes au lieu de toujours construire du nouveau et tout. Donc, ça fait partie des réflexions qu'on a en ce moment. Alors, on ne peut pas passer à côté de la grosse annonce à Petite-Rivière-Saint-François concernant un projet de Soleil Village de M. Louis Mascotte, le Géolagon. Ça a été quoi un peu la réaction de Tourisme Charlevoix à cette annonce-là? Bien, c'est certain que pour ce qui est de l'annonce, je veux dire, nous, on l'a appris par voie de communiqué, à travers les médias et tout. Donc, c'est certain qu'un projet de plus de 300 millions qu'on apprend par les médias, c'est pas habituel, si je peux dire. Ceci dit, nous, tu sais, on est en processus de planification stratégique. On veut aller vers un tourisme plus durable, plus responsable. Notre rôle au début, puis on a été un peu les premiers à réagir, ça a été de dire prudence. Puis c'était pas de critiquer le projet ou de dire qu'on était contre, mais de préciser dès le départ quelles sont un peu nos attentes, si je peux dire, par rapport au projet. Un projet qui est accepté socialement, qui est respectueux de l'environnement, qui va contribuer évidemment à l'économie régionale. Donc, là, présentement, on est à l'étape qu'on a peu d'informations sur le projet. Mais on va attendre de la présentation là, du projet qui aura lieu à Petite-Rivière-Saint-François pour être capable de plus l'analyser. C'est ça, parce qu'on parle peut-être d'une rencontre le 4 octobre prochain. Oui. Est-ce qu'on a peur, du côté de Tourisme Charlevoix, que d'autres promoteurs fassent un peu la même chose que M. Mascotte? Est-ce que c'est une crainte que vous avez ou vous n'êtes pas là en ce moment-là? Bien, je dirais que généralement, les projets se construisent pas de cette façon-là. Puis, je dis pas ça pour faire un procès de M. Mascotte, mais les gens nous contactent à l'association touristique, ils nous présentent leurs projets. Après ça, on monte, on les aide à aller chercher du financement et tout. Comme M. Mascotte était autonome, il a décidé de procéder autrement. Donc, j'aurais tendance à penser que des prochains projets travailleraient plus de la manière traditionnelle, si je peux dire. Et vous en avez parlé, il y a une consultation publique là, en marge de la planification stratégique 2023-2027. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la démarche derrière cette consultation-là? Pourquoi c'est important en ce moment? Bien, traditionnellement, les planifications stratégiques qu'on faisait à Tourisme Charlevoix, c'était la planification stratégique de l'organisation. Oui. Là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire autrement, puis faire la planification stratégique de la destination. Okay. Donc, ce qu'on se pose comme question, c'est en 2027, où on veut que l'industrie touristique soit rendue,
Puis quand on a défini cette vision-là ensemble, bien, on travaille collectivement tout le monde à l'atteindre. Ouais. Donc, les entreprises, les MRC, les organismes, etc. Donc, c'est un exercice qui est plus fastidieux, mais en même temps extrêmement intéressant parce que pour une première fois, on consulte non seulement les entreprises et les partenaires, mais aussi on consulte les touristes sur leur vision, eux aussi, qui ont du Charlevoix de demain. Et aussi, pour la première fois, puis on est très, très fiers, la population locale, parce qu'on l'a vu dans les dernières années, des fois, il y avait des, je vais dire, des réticences de la population, des différends par rapport à l'industrie touristique. Donc, c'est une occasion pour nous de mieux co-construire cette relation-là avec la population locale, toujours dans une perspective de tourisme durable. Donc, voilà, c'est en cours en ce moment. C'est ça, ça va se terminer le 5 septembre. Puis, vous avez eu combien de gens? Est-ce qu'on sait à peu près à l'heure actuelle combien de gens ont répondu? Présentement, on a plus de 700 répondants, ce qui est quand même très, très bon. Oui. Les 2 firmes avec qui on travaille nous ont dit que c'était vraiment un bon taux de réponse par rapport à la population qui est dans Charlevoix. Ce qui est intéressant aussi, c'est que plus de 40 des réponses, c'est des citoyens. Donc, ça, c'était une crainte qu'on avait. Est-ce qu'ils allaient répondre à l'appel? Donc, ils ont été très présents à l'appel. Ouais. Les gens se sentent concernés, là. C'est ça, exactement. On en a aussi près de 30 qui sont des touristes aussi. Ça, c'est vraiment intéressant pour nous. Puis l'autre pourcentage, bien, c'est évidemment les entreprises et les organismes locaux. Mais on se dit que bien qu'on veut qu'ils participent, tout ça, c'est moins grave, si je peux dire, qu'on a eu un moins bon taux de participation parce que au niveau des entreprises, on leur parle régulièrement. C'est dans notre travail. On a souvent l'occasion d'échanger ensemble. Fait que je suis content que ceux à qui on parle moins souvent ont répondu à l'appel. Puis je terminerai peut-être en vous posant la question, à quoi ressemblera le Charlevoix de demain? C'est une bonne question. Je n'ai pas encore vu les résultats de la consultation. Ce que je sais, c'est qu'on a senti à travers les réponses, d'abord, c'était des réponses de qualité. Donc, c'était pas juste des réponses en nombre. L'autre élément, c'est qu'il semble avoir un fort engouement pour tout ce qui est le développement durable et tout. Donc, je peux rien promettre, mais je pense que ça sera une destination, si je peux dire, qui se posera des questions avant d'investir puis d'accompagner un projet. Je pense que ça va être une destination qui aura toujours la préoccupation d'avoir une saine cohabitation avec la population locale, de mieux répartir les gens sur le territoire, d'assurer une bonne balance, si je peux dire, entre le visiteur puis le visité. Puis en même temps, bien, qui va être respectueuse de son ADN aussi, qui a fait notre image à travers le temps, notre cratère météoritique, nos produits régionaux, la culture, l'expérience nature et tout. Fait que, à suivre, mais jusqu'à maintenant, ça ressemble à ça. Michel Dion, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Et on reste au courant. Excellent. C'était Michel Dion, directeur général de Tourisme Charlevoix. L'exposition Miron, la marche à l'amour de Camille Bouchard est en cours à la papeterie Saint-Gilles. Nous avons assisté au vernissage qui avait lieu le 3 septembre dernier. L'exposition Miron, la marche à l'amour à la papeterie Saint-Gilles, rend hommage au poète et écrivain québécois Gaston Miron. Miron, c'est un grand chantre de l'indépendance du Québec, etc. Et dans ce poème-là, on peut relire le poème de plusieurs façons, mais il y a une façon collective de le lire aussi, où le poète dit, bien, finalement, c'est un amour qui est inatteignable, mais je vais toujours m'en nourrir. Mais c'est magnifique. C'est un texte extraordinaire et pour les gens qui ne l'auraient jamais lu, tant mieux, ce sera une belle découverte. C'est à la lecture des textes du poète Miron que Camille Bouchard a imaginé des images qui portent l'âme de ses poèmes. On entre dans un univers, comme quelqu'un qui décide de faire des fleurs, par exemple, et qui décide de dire, bon, c'est un thème, mais le poème porte en lui un sens, puis on entre dans ce sens-là, puis on est porté par ça. Mais en même temps, c'est très conceptuel, souvent, un poème. Puis c'est un mot qui, soudainement, un mot qui nous accroche, tu sais, comme... Bon, alors, Montréal est un désordre universel. Qu'est-ce que tu fais avec ça, tu sais?
L'amoureux du papier Saint-Gilles, qui a l'habitude de travailler avec l'acrylique, a voulu relever un défi en utilisant l'encre sur du papier de coton. Et ce qui est essentiel dans Miron, c'est l'amour. L'amour de soi, l'amour de sa langue, l'amour de son pays. C'est ça l'exposition. Pour voir l'exposition Miron, la marche à l'amour de Camille Bouchard, vous avez jusqu'au 2 octobre prochain à la papeterie Saint-Gilles. La seconde édition de La Santé ça marche est de retour le 24 septembre prochain et cette année, les sommes amassées iront au fonds Traité Santé destiné aux saines habitudes de vie. Le samedi 24 septembre prochain, c'est l'événement La Santé ça marche au profit de la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul. Cette marche bénéfice se déroulera sur la piste cyclable du Centre éducatif Saint-Aubin dès 9h samedi prochain et l'organisateur bien connu Maurice Lavoie nous explique comment participer. Comme vous voyez, là, ça fonctionne avec un bracelet. Ça prend ce bracelet-là pour rentrer et c'est 20 $. Et aussi, il y a deux manières. Au niveau de la Fondation, il y a un site web là, que vous pouvez aller voir là, tout est sécurisé. Vous pouvez acheter votre bracelet en ligne. Vous pouvez faire des dons. Tout est accessible. Ou me téléphoner 633-6736. Puis aussi, je voudrais vous dire qu'on a adapté là, tout le processus là, pour les personnes à mobilité réduite. Là, sur la rue Alfred-Morin, il y aura de rentrer dans le centre. Moi, je dirais aux gens de rentrer dans le centre, d'avoir accès au terrain par le centre. Ils pourront rentrer par là. Et il y aura aussi les animaux de compagnie sont bienvenus cette année avec les harnais. Là. Tout le monde peut apporter les animaux de compagnie. Après ça, il y a des pommes. On veut que ça soit santé. Pour le maire de Baie-Saint-Paul, Michael Pilote, la municipalité a tout à gagner à soutenir cette initiative. C'est la prévention de la maladie, la promotion des saines habitudes de vie. Et à Baie-Saint-Paul, je crois qu'on s'inscrit dans cette dynamique-là. On le voit, on est au secteur du centre éducatif Saint-Aubin, il y a plusieurs plateaux sportifs qui sont là. Et cette année, là, la levée de fonds de la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul va servir justement là, au programme Traité Santé pour la prévention de la maladie, la promotion des saines habitudes de vie. Donc, c'est clair que nous, pour une ville, et on le dit, hein, il y a des études qui le mentionnaient dans le passé, qu'1 $ investi en prévention, c'est 5 $ d'économie en soins de santé. Donc, c'est clair que ça a un effet là, quand même important sur la santé. Et nous, comme municipalité, bien, c'est clair qu'on veut que nos citoyens soient le plus en santé et qu'ils demeurent là, actifs là, dans leur communauté. Et on le voit là, avec les générations qui se succèdent et avec les nouvelles orientations de la vie, on le voit, hein, de plus en plus, les saines habitudes de vie, l'activité physique, l'environnement, c'est des nouvelles priorités qui sont importantes pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, je crois que les gens répondent quand même de façon importante. Et déjà, là, pour le projet d'Arena, depuis hier, il y a plusieurs bancs là, qui se sont déjà vendus. Là. On parle de l'objectif qui augmente. Là, en une journée, là, c'est assez là, surprenant comment ça s'est avancé. Et pour la Fondation d'Hôpital, je suis persuadé qu'il va y avoir plusieurs personnes au rendez-vous. Pour le président de la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, Jean-Denis Paquette, ce genre d'événement témoigne d'une évolution dans le domaine du don philanthropique. En fait, le don philanthropique, je pense qu'on a un peu la même chose que toutes les autres fondations. Les Québécois, les Canadiens français sont moins portés aux dons philanthropiques. Là, si on met entre guillemets là, vraiment dons philanthropiques, c'est des dons, les dons planifiés ou des choses comme ça. C'est plus la société anglophone qui était sensibilisée à ça. Maintenant, on commence avec l'aide de diverses... Puis maintenant, il y a une association aussi des fondations.
Alors, on va vers ça. Mais nous, depuis des années, on s'est toujours basé sur notre communauté, les gens de Baie-Saint-Paul. On a travaillé toujours très fort avec ces gens-là, puis ça nous a rapporté énormément. Il faut dire que les premières années, c'était exclusivement du bénévolat. Maintenant, on a un bureau quand même qui est assez bien organisé, avec une direction générale. Et puis, on s'en va vers ça, là, les dons planifiés, les legs testamentaires, des choses comme ça, ce qui n'était pas encore le cas beaucoup dans les dernières années. Des assurances, l'assurance vie, bénéficiaires d'assurance vie, on en a quelques-uns maintenant. Et puis, c'est vers ça qu'on s'en va. Et la nouvelle administration là, au niveau du bureau et le retour de notre directrice générale au mois d'octobre va se baser surtout là-dessus parce qu'il ne faut pas se leurrer. Des activités comme on a fait avec des grands soupers, des banquets, des buffets, tout ça, ça va être de plus en plus difficile avec le problème de personnel, le problème de salle, parce qu'on a de la difficulté avec ça. C'est ce qui complète notre bulletin. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.